Bonjour tout le monde, bon matin à vous. On est très choyés d'accueillir Carlo Di Girolamo de chez Équitable qui va nous parler aujourd'hui d'uniformiser l'impôt. Carlo, tout au long de ses 30 ans de carrière dans les affaires d'assurance vie, Carlo a acquis une expérience de la division en vente au détail. Une carrière qui commence en 1989. Ouh, je t'ai vieilli là, Carlo. Désolé. Après avoir obtenu son diplôme en sciences actuariales, il a fait des débuts pour un important courtier d'assurance où il a développé des connaissances techniques nécessaires pour exceller sur le marché des biens non-types et d'affaires. Après avoir complété son MBA à l'Université de Concordia en 1998, ses connaissances techniques ont continué à développer au fil des ans, tout en travaillant pour 5 grandes compagnies d'assurance comme directeur régional des ventes. Il travaille actuellement comme consultant en affaires complexes pour Équitable. Ses 30 ans d'expérience peuvent être une référence précieuse lorsque vous travaillez des ventes avec des cas avancés et complexes. On vous remercie énormément d'être parmi nous et c'est à vous, Carlo. Merci, Henriette. Alors, comme Henriette a mentionné, ce matin, la présentation s'appelle Uniformiser l'impôt. C'est sur les revenus de déplacement en revenus fixes. Alors, je vais vous montrer un peu l'idée derrière ce petit concept qu'on a développé chez Equitable. Alors, vous avez de non-responsabilité concernant les montres, parce que les lois d'impôt peuvent changer. Alors, le best ordre du jour, on va prendre un petit aperçu de qui est Équitable Vie, parce qu'on n'est pas très connu ici au Québec. Une brève révision de notre produit accumulateur de capital et pourquoi il est extrêmement favorable au bilan. Euh, on va passer à la présentation, niveler l'impôt pour les entreprises. Et on va compléter, qui ne s'est pas mentionné ici, mais stratégie de bonification de portefeuille pour les sociétés. Alors, ça, c'est vraiment les éléments qu'on va toucher ce matin. On va commencer avec qui est l'équitable vie. Alors, Équitable était fondé en 1920. Alors, comme vous pouvez le voir, on vient de fêter notre 100e anniversaire. Alors, on n'est pas une nouvelle compagnie. Peut-être très peu connue au Québec, parce que ça fait pas très longtemps qu'on est ici au Québec. Un petit peu plus que 10 ans qu'on a eu notre charte de faire affaire ici au Québec. Mais aussi, pendant plusieurs années, il n'y avait seulement qu'une personne responsable pour tous les agents généraux qui avaient signé un contrat avec nous. Alors, c'était un peu compliqué, mais depuis courte d'années, c'est 2 ans et demi, on a une autre directrice des ventes qui s'est joint pour aider le premier qui était Martin Jolicoeur, mais qui était Chantal L'Espérance, et moi-même comme consultant d'affaires complexes pour vous aider dans le marché des biens nantis ou des marchés d'affaires. Et on a aussi une personne interne, Linda Chamberlain, qui s'occupe plus du côté administratif. On croit au marché québécois et on met les efforts pour développer ce marché ici chez nous. Très important, c'est que la compagnie est une mutuelle. C'est depuis 1963 qu'elle est devenue une mutuelle. Pourquoi c'est important? Il faut penser que, étant mutuelle, c'est qui nos propriétaires? Nos propriétaires, c'est les détenteurs de contrats d'assurance participantes chez nous. Alors, on n'a pas d'actionnaire externe. Alors, on n'a pas la pression d'avoir des résultats à chaque trimestre pour satisfaire nos actionnaires. C'est vraiment, toutes nos décisions sont prises en fonction de nos propriétaires, c'est nos détenteurs de contrats. Alors, notre vision est plus à long terme et on regarde pour le bénéfice de nos propriétaires, c'est les propriétaires des contrats d'assurance qui en font chez nous. La compagnie, c'est depuis 1936 qu'elle offre un produit vie entière avec participation. Et depuis son inception, on n'a jamais manqué une année de pas de verser de participation. Alors, on a versé toujours des participations depuis son inception. Et si on regarde les rendements du fonds de participation, je ne parle pas du barème que toutes les compagnies publient chaque année, mais vraiment le portefeuille lui-même. Si on regarde le rendement du portefeuille, si on se compare avec nos pairs, euh, sur les 25 dernières années, 23 des dernières 25 années, on a eu le rendement le plus élevé comparé à ceux qui
divulgent leurs résultats parce que ce n'est pas toutes les compagnies qui vont dévoiler qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur stratégie de placement, mais nous, on est un livre ouvert parce que, comme j'ai mentionné, nos propriétaires, c'est les détenteurs de contrats, alors ils veulent savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors, nous autres, on vous dévoile exactement comment on gère l'argent de les clients. Donc, c'est exactement. Alors, comme on voit ici, on a un très bon résultat et ça se reflète dans les ventes. Parce que si on regarde à la fin de 2020, on a fini l'année avec on est numéro 2 en termes de vente de polices participantes au Canada. Alors, on en vend pas mal de polices participantes chez Équitable de Vie. Et ça, avec une moyenne. On voit une augmentation très, très importante au Québec, mais pas encore rendue comme le reste du Canada. Puis on sait qu'une fois que le Québec commence à prendre des voiles, on va avoir on va sûrement être dans les numéros 1 au Canada en termes de vente pour les polices participantes. Bon, pourquoi on a beaucoup de ventes chez nous? Premièrement, c'est la force de la compagnie. Comme j'ai mentionné dans la step précédente, on est une mutuelle. Alors, on n'a pas besoin de carte de crédit. Parce que, comme j'ai dit, nos propriétaires, c'est les détenteurs de contrats. Mais nos partenaires d'affaires, c'est-à-dire vous, les agents généraux, ils ont demandé que si c'était possible que nous, on va approcher des compagnies pour avoir une carte de crédit. Alors, on est allé chez DBRS Morningstar parce que nos dirigeants étaient très, très ouverts à démontrer nos chiffres d'affaires à eux. Et quand ils ont sorti avec la première cote, ils nous ont donné une cote de A, la première chose. Et à peine un an plus tard, ils ont révisé leur cote à A élevé avec une tendance stable. Alors, on voit qu'il y a une compagnie assez solide. Ils croient en Équitable, ils voient qu'on a la possibilité de vraiment d'être solide dans le marché des affaires et le marché de l'assurance. L'autre élément qui est très important, c'est la nouvelle méthode de calculer la solidité financière des compagnies. C'est le TSAV, ou c'est le test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie. Ça, c'est le chiffre au dernier trimestre. Je viens de recevoir le chiffre au premier trimestre 2021, c'est 161. Alors, on a baissé un petit peu. Mais c'est quoi ce fameux test? Mais c'est vraiment un ratio. C'est vraiment tous les excédents de la compagnie divisés par les risques que les compagnies prennent en termes d'entreprise. Alors, on voit qu'on a une des cotes les plus élevées dans le marché, ou la plus élevée si on se compare à nos compétiteurs les plus proches. C'est pas à dire qu'on est plus fort qu'eux autres en termes de solidité financière parce qu'on est tous assez solides. Parce que le Bureau du surintendant de services financiers demande une cote de 100 puis on est tous au-delà de 100 La raison que je vous démontre cette étape, c'est pour dire c'est pas la taille qui va déterminer la solidité financière d'une entreprise. On est plus petit que nos top compétiteurs. Si on se compare à Manu, Canada, Sun Life, oui, on est beaucoup plus petit que ces compagnies. Mais ça ne veut pas dire qu'on est moins solide, parce qu'ils ont la tendance de dire que nous, on n'est pas aussi solide qu'eux parce qu'on est plus petit qu'eux. Ça veut rien dire, si on regarde les chiffres d'affaires, c'est-à-dire nos excédents divisés par nos risques, on est aussi fort qu'eux en termes de solidité financière. Alors, il ne faut pas négliger Équitable quand on parle des marchés d'affaires ou marchés de plus grande taille, parce qu'on a les reins solides pour supporter ce type d'affaires-là. De plus, ça fait à peu près 3-4 ans, on a changé un peu notre focus. Avant, Équitable de Vie, depuis ses débuts, c'est une compagnie qui focusait beaucoup sur le marché des familles. Alors, le marché familial, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de polices pour monsieur, madame, tout le monde. Mais ça fait quelques années qu'on a commencé à diriger nos affaires et notre marketing vers les marchés de pointe. Parce qu'on a la solidité pour supporter ce type de marché. Alors, on a mis les efforts pour développer ce marché-là. Alors, à travers le pays, il y a moi-même, il y a Brent Swadak qui est en Ontario, puis on a Chris Thompson, qu'on est 3 consultants en affaires complexes pour vous aider à travailler ce marché avec nous. On a aussi 2 avocats fiscalistes, Brian McNulty à Toronto, qui s'occupe de l'Est canadien, et Martin Troy, qui est à Edmonton, qui s'occupe du Ouest canadien. Alors, on a 2 avocats fiscalistes. Alors, on est très sérieux de développer ce marché. C'est sûr qu'on n'a pas un avocat fiscaliste ici au Québec pour le moment. Comme j'ai mentionné, le Québec est en croissance. Puis quand on arrive à un niveau de production assez intéressant, je pense que la compagnie va être ouverte de trouver un avocat fiscaliste ici au Québec francophone. Alors,
ça, c'était la brève introduction de la compagnie Quittance. Alors, c'était pour vous montrer que oui, on n'est pas la plus grosse compagnie au Canada, on n'est pas très disons, au Québec, mais on fait les efforts, puis on a la solidité financière derrière nous pour vous supporter dans vos affaires. Deuxième partie de la présentation, le deuxième point dans mon agenda, c'était de parler un petit peu de l'accumulateur de capital. Comme la majorité des compagnies qui offrent des produits participantes, on a deux versions. On a le bâtisseur de patrimoine, c'est un produit qui a des valeurs de rachat plus à long terme, avec une croissance qui se fait plus rapidement à long terme, comparé à l'accumulateur de capital Equimax. Celui-là, ça donne des valeurs de rachat plus vite, et on est plus de croissance à court terme pour que le client ait accès à son capital plus rapidement. C'est de ce produit-là que je veux vous mentionner un petit peu parce que c'est un des changements importants qu'on a apporté au produit. Parce qu'avant, quand je me suis joint à la compagnie il y a 2 ans, il manquait des éléments dans ce produit-là pour vous, mais ils ont fait des très bonnes améliorations depuis ce temps-là. Alors, c'est quoi les améliorations qu'ils ont faites à l'accumulateur de capital? Premièrement, plus grand espace pour faire des dépôts additionnels. Alors, l'option de dépôt et accélérateur, qui est nos dépôts additionnels de plus que la prime de base. Dans les premières années, quand je suis à la compagnie au départ, il n'y avait presque pas d'espace. Maintenant, il y a de l'espace pour mettre plus de dépôts puis garder la police exonérée d'impôts en même temps. Alors, c'est un autre élément qui était fait. Les valeurs de rachat sont plus élevées maintenant qu'ils étaient auparavant. Alors, on a des valeurs d'achat plus vite, plus élevées dans notre produit. On a fait des modifications à notre version paiement à vie. On a deux versions, paiement 20 ans, paiement à vie. Et les gens voulaient le paiement à vie qui devient plus compétitif, spécialement dans le marché de programmes de financement immédiat, parce qu'on utilise toujours le produit payable à vie pour ce type de concept. Et ça prend des valeurs de l'achat, puis il faut être plus compétitif. Alors, ça, qu'est-ce qu'on a fait? Et de plus, comme j'ai mentionné, on veut être dans le marché des biens entiers, des gens d'affaires. C'est toujours des gens un petit peu plus âgés, des biens entiers là, qui ont développé, qui ont bâti des portefeuilles assez importants. Alors, on n'était pas compétitif dans ce marché-là, mais là, on est devenu un petit peu plus compétitif avec des changements qu'on a apportés au produit. Quand je parle d'un bilan favorable, c'est pour les gens qui recherchent d'avoir accès à leur valeur de rachat rapidement. Alors, voici un exemple pour un homme de 45 ans, des primes de 100 000 par année avec le maximum de dépôt accélérateur dans la prime. Et qu'est-ce qu'on va apercevoir avec ça? C'est qu'à partir de la troisième année, nos valeurs de rachat augmentent plus rapidement que les primes versées, qui est très important pour les clients qui veulent être proches de leur capital. Parce que quand on achète l'accumulateur, ils veulent avoir accès à leur argent plus rapidement si les opportunités se présentent dans les gens d'affaires. Et à partir de la cinquième année, la valeur de rachat dépasse la somme des primes versées, puis ça reste comme ça pour le restant des jours du contrat. Et finalement, quelque chose qui est très important, c'est que le CDC du contrat pour les gens dans le marché des affaires, il est rendu égal à la prestation d'essai à partir de la 37e année, c'est-à-dire à l'âge de 82 ans dans cet exemple ici. Alors, on voit que à partir de 82, si le décès arrive à 82 ans ou plus tard, 100% de la prestation d'essai va être capable d'être sorti via le CDC. Alors, ça, c'était la brève introduction du produit accumulateur et des modifications qu'on avait apportées à ce produit-là. Maintenant, on va passer à la présentation principale et uniformité l'impôt sur les revenus de placement sur le revenu fixe. Alors, c'est très simple d'abattre des portefeuilles de placement puis les laisser s'auto-gérer puis sans y toucher. C'est pas pourquoi on a. Mais en faisant ça, ça arrive qu'on n'arrive pas à vraiment maintenir notre plan à long terme. Alors, c'est ça pourquoi les conseillers sont très importants d'être là avec les clients pour les aider à garder un focus sur leur plan d'affaires et le plan de leurs investissements pour qu'ils puissent continuer à gérer leur portefeuille d'une façon efficace. Puis, dans les portefeuilles des clients, on voit qu'on utilise du placement dans du revenu fixe, pour mitiger le risque du portefeuille. Alors, c'est une façon vraiment de baisser le risque qu'on retrouve dans le portefeuille. Sur des crises économiques, c'est sûr que le placement en revenu fixe n'est pas touché à ce moment-là.
Alors, c'est vraiment les gens qui commencent à utiliser ce type de placement ils vont plus ils vont vieillir, plus ils vont en mettre en revenu fixe parce qu'ils n'ont pas le temps de récupérer une baisse importante dans les marchés boursiers. Alors, c'est ça qu'ils vont utiliser comme placement. Mais le problème, de plus en plus d'argent qu'on met dans du revenu fixe, de plus en plus d'impôts on va payer sur les placements. Parce que le revenu fixe est imposé au plus grand taux comparé aux autres types qu'on peut se servir. Alors, si on parle avec les propriétaires d'entreprises, est-ce que vous trouvez que vous payez trop d'impôts sur vos revenus de placement à revenus fixes? Bien, la réponse probablement va être oui. Il n'y a, pas grand monde qui vont trouver qu'ils payent pas assez d'impôts. La majorité vont dire qu'ils en payent un peu trop. Donc, comment est-ce qu'on peut les aider? Alors, le statut de revenu d'uniformiser l'impôt sur le revenu des placements, c'est vraiment une façon différente de voir les choses. Alors, ici, voici le portefeuille actuel d'un client. Il y a des placements dans des actions, il y a d'autres actifs, il y a du revenu fixe imposable. Puis à chaque année, il va retirer de son revenu fixe un montant nécessaire pour payer les impôts sur ses revenus de placement. Donc, c'est ça qu'on voit à chaque année qui va se passer. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'on sort l'argent qu'on a nécessaire pour payer les impôts. La différence est réinvestie dans le revenu fixe, qui fait en sorte que l'année prochaine, je vais avoir un petit peu plus de revenus. Alors, parce que j'ai un petit peu plus de revenus, mais j'ai un petit peu plus d'impôts. Puis à chaque année, la croissance va continuer de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on augmente nos revenus sur le revenu fixe, mais on augmente aussi les impôts qu'on paye. Ça, comment est-ce qu'on. Puis si on regarde ça avec des chiffres, avec un exemple, voici pour un homme de 50 ans qui a un portefeuille, mettons, de 5 millions, donc 60 en revenus fixes. Alors, ça veut dire 3 millions en revenus fixes. Alors, l'année 1, il y a 3 millions 75 000 comme solde d'ouverture dans son portefeuille à revenus fixes. S'il fait 5 de revenus, ça lui donne 153 000 de revenus gagnés. Il va envoyer 76 875 au gouvernement, puis à la fin de l'année, il va se retrouver avec 1 151 000. Si on fait un fast-forward, puis on s'en va à la 10e année. 10e année, on est rendu que le solde d'ouverture est rendu à 3 840 000. Maintenant, comme on peut voir, parce que notre solde d'ouverture est plus élevé, j'ai un plus grand revenu gagné. Là, il est 192 000. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il faut que j'envoie un petit peu plus au gouvernement. J'envoie à peu près 20 000 pièces de plus au gouvernement, 85 000. Puis là, mon solde de clôture à la 10e année, c'est 3 millions 9. Si je passe à la 35e année, c'est la même chose. Mon nouveau solde d'ouverture est 7 millions 1. Je gagne 355 000 en revenus, donc soit 177 000, ça va au gouvernement, puis mon solde de clôture est de 7 millions 2. Alors, après 35 ans, si je fais une addition de tous les impôts que j'ai envoyés au gouvernement, j'ai envoyé 4 222 000 au gouvernement en impôts. Si on, ça, c'est avec un taux d'impôt à 50 pour faire les chiffres ronds. Là, mais j'ai un chiffrier qui va vous permettre de faire ça pour quelque chose avec les vrais taux d'impôt. Alors, si on regarde la 35e année, 4 222 au gouvernement, 7 297 sont dans les coffres de l'entreprise en revenu. Ça, je parle du revenu fixe et non du portefeuille en entier, mais je parle seulement de la portion de revenu fixe. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? C'est mon impôt a augmenté comme le placement à revenu fixe a augmenté. Alors, je paye de plus en plus d'impôts avec les années qui passent. Alors, si on approche le client, on dit, monsieur le client ou madame cliente, est-ce que vous voulez uniformiser le montant d'impôt? C'est-à-dire payer le même montant année après année. Est-ce que c'est possible de le faire? Mais oui, c'est possible de le faire. C'est seulement de changer la stratégie un petit peu de façon qu'on voit leur placement. Alors, on se retrouve avec le même portefeuille actions, autres actifs, puis revenus fixes. Mais au lieu de retirer seulement la partie nécessaire pour payer les impôts, on retire le revenu au complet qui était généré par le portefeuille. On paye nos impôts, puis le solde qui reste, on paye une prime d'assurance vie permanente exonérée. Alors, ça nous permet d'avoir une croissance dans une vie participante. Parce que techniquement, le revenu fixe, on l'a changé d'un revenu fixe imposable dans une vie participante, c'est techniquement un revenu fixe, mais exonéré d'impôts. Alors, la croissance s'en va vers l'assurance vie. Elle ne reste pas dans un portefeuille à revenu fixe imposable.
Alors, je reviens sur l'exemple que j'avais tantôt. Alors, le même monsieur qui a 50 ans, il a 5 millions, donc 3 millions 75 000 dans un placement à revenu fixe. On prend le 75 000 et on paye la première prime d'assurance. Il reste 3 millions dans le portefeuille qu'on va investir dans du placement à revenu fixe. Alors, à l'année 1, le portefeuille est 3 millions, le portefeuille ou le solde d'ouverture. Le revenu gagné à 5 c'est 150 000 à 50 d'impôt. J'envoie 75 000 au gouvernement. 75 000 paye la prochaine prime d'assurance. Alors, le solde de clôture, c'est 3 millions. Fast forward 10 ans, le solde d'ouverture est toujours 3 millions. Parce que quand le 75 000, je ne l'ai pas réinvesti dans le portefeuille, je l'ai mis dans une police d'assurance. Là, j'ai 150 000 de revenus encore. Je paye 50 d'impôt, 75 000 au gouvernement. 75 000 qui s'en va dans ma police d'assurance. Je suis rendu toujours avec un solde de 3 millions. 35 ans plus tard, c'est la même chose. J'ai toujours 3 millions comme solde d'ouverture, toujours 150 000 de revenus, 75 000 pour l'impôt, 75 000 pour la prime, que je reste avec un solde de 3 millions. Si j'additionne toutes les 75 000 sur les 35 ans, ça fait 2 625 000 d'impôts payés dans cet exemple ici. Ça, c'est le portefeuille du client qui fait 3 millions. Mais le 75 000, il est allé dans une police vie entière participante. Alors, puis dans ce cas-ci, on a pris un boxeur payable à vie. Alors, 75 000, valeur de rachat à la fin de la première année, c'est 56 735. Prestation d'essai, 1 189 000. À la 35e année, on est rendu avec des valeurs de rachat de 5,4 millions, puis 6,6 millions de prestations d'essai. Si le décès arrivait à la 35e année, c'est-à-dire à l'âge de 85 ans du client, on paierait à l'entreprise 6,6 millions, plus elle a son 3 millions, ça veut dire qu'elle a 9,6 millions dans ses coffres au moment d'un décès à 85 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est qu'on a payé moins d'impôts, 2,6 millions, comparé à le précédent, puis on a plus dans l'entreprise. Si on se compare, on a payé 2,6 millions d'impôts comparé à 4 222, utilisant le même portefeuille, sauf la différence, c'est au lieu d'utiliser toujours du revenu fixe imposable, on a utilisé du revenu fixe non imposable ou exonéré, la vie entière avec la balance. On paye 38 moins d'impôts. Si on regarde la valeur de l'entreprise, la même chose avec l'entreprise. Au lieu d'avoir 7 296 000 dans les coffres de l'entreprise, maintenant je me retrouve à 9 623 000, 32 de plus dans l'entreprise. Encore, le placement est resté intact parce que j'ai toujours mes placements actions que je n'ai pas touchés, mes autres actifs que je n'ai pas touchés. La seule différence, au lieu de faire accroître mon revenu fixe, je l'ai transféré dans un autre revenu fixe, qui était l'assurance vie. Ça m'a donné 32 de plus pour ma société. La beauté aussi, c'est pas ici seulement, parce que maintenant, au décès, l'argent est toujours dans la société. Il faut la sortir de la société à ce moment-là. Alors, si on la sort, puis on présume qu'il y a un taux de dividende, des impôts sur les dividendes à 45 maintenant, mon 7,2 devient vraiment du 5,4 dans les mains des actionnaires survivants. Tandis qu'avec l'assurance vie, c'est 8,5 parce que la portion assurance, le 6,6, c'est presque libre d'impôt. Le seul impôt, c'était sur le 3 millions de placement qui était dans, pour le sortir, le 3 millions qui était en placement. Alors, ça vous donne 57 de plus ici en utilisant cette stratégie qui était vraiment, on a uniformisé les impôts, on a augmenté qu'est-ce qui sont aux héritiers sans vraiment changer la philosophie de placement de mon client. Alors, c'était quoi les avantages ici? Un, j'ai utilisé un contrat d'assurance vie entière. Alors, en faisant ça, non seulement j'ai uniformisé mes impôts, mais je les ai récupérés parce que la balance qui était réinvestie imposable, là, n'est plus imposable. Je suis en train de récupérer tous mes impôts à ce moment-là. La valeur du patrimoine est immédiatement augmentée. Parce que comme on a vu à l'année 1, j'avais 1,4 million d'assurance avec 75 000 de primes. Alors, si le décès arrivait la première année, je n'avais pas 3 75 000, j'avais 4 100 quelque chose mille parce que j'avais
d'1 million de prestations d'essai qui était de l'année 1, qui augmente avec le temps. La valeur du patrimoine aussi augmente plus rapidement. Parce qu'il faut se rappeler que quand il y a un décès, avec l'argent qui est détenu dans une entreprise, il faut la sortir de l'entreprise. Il y a de l'impôt sur les dividendes pour la sortir. Oui, il y a des façons qu'on peut modifier un peu l'impôt, mais la façon la plus efficace, c'est d'utiliser l'assurance vie parce que l'assurance crée un CDC dans l'entreprise qui nous permet de sortir cet argent-là libre d'impôt pour les héritiers. Puis, c'est sûr qu'on a une protection d'assurance immédiate avec cette stratégie. Alors, on a vraiment gardé la philosophie de placement de mon client et j'ai été capable de donner moins d'impôts au gouvernement, plus d'argent à la société et plus d'argent à mes héritiers. Alors, si vos clients souhaitent payer moins d'impôts, ben, j'en connais pas beaucoup qui disent qu'ils veulent en payer plus d'impôts. Alors, c'est une façon de vraiment niveler l'argent du client. Qu'est-ce que j'aime de cette stratégie, c'est qu'on ne touche pas vraiment le capital du client. C'est seulement les gains que son portefeuille a générés pour acheter l'assurance vie. Alors, c'est vraiment une façon très simple pour démontrer au client voici comment est-ce qu'on peut sortir l'argent du portefeuille de placement du client et la mettre dans un police d'assurance vie sans vraiment toucher à son capital. On touche seulement son rendement. Alors, c'est vraiment une façon de regarder, le client ne voit jamais que son portefeuille baisse parce qu'on l'a transféré. Même si on voit l'assurance vie comme un autre actif de placement, on fait toujours un chèque vers l'assureur, puis pour un client, c'est toujours comme une dépense, même si on sait que ce n'est pas vraiment une dépense, c'est une réallocation des sommes du placement dans une autre forme de placement qui s'appelle l'assurance vie avec participation. Pour vous aider avec vos clients, pour expliquer le concept, on a un document marketing, c'est le numéro 1874 FR qui se retrouve sur notre système Equinet, qui est disponible pour vous. Alors ça vous permet d'expliquer le concept. Comme vous voyez dans le document à l'écran, c'est un peu petit, mais beaucoup les tableaux qu'on voit, les graphiques sont pas mal que ce que je me suis servi dans ma présentation pour vous expliquer comment le concept fonctionne. Alors, c'est très simple, vous suivre les tableaux, puis ça explique exactement ce que je vous ai mentionné. Moi, personnellement, si vous avez un dossier qui s'applique à cette idée ou vous voulez le démontrer à un client particulier, j'ai bâti un chiffrier Excel. Je ne peux pas vous la remettre, mais si vous avez quelque chose que vous voulez présenter, que ce n'est pas 3 millions en revenus fixes ou c'est vraiment un portefeuille vraiment équilibré que vous voulez démontrer, puis prendre les revenus gagnés, le chiffrier peut vous passer quelque chose qui ressemble à ça, puis vous allez voir les tableaux, les graphiques qui ressemblent pas mal à ces graphiques ici, puis les tableaux avec les chartes qui montrent l'augmentation puis la baisse, augmentation du patrimoine puis la baisse des impôts payés. Je peux vous sortir ça. Puis, c'est pas nécessaire de prendre un paiement à vie avec l'assurance. Moi, je peux mettre un 20 paiements ou même un 10 paiements si on utilise le dépôt d'options accélérateur pour les illustrations. Alors, c'est quelque chose que je peux faire pour vous quand c'est une affaire complexe. Alors, comme je dis, j'ai bâti ce petit chiffrier qui vous démontrer l'idée avec des chiffres qui ressemblent plus à la situation à vos clients au lieu d'utiliser un chiffre comme de 3 millions dans le revenu fixe, parce que c'est pas tout le monde qui a des placements de 3 millions dans du revenu fixe. Alors, je peux vraiment faire du custom pour vous avec ce chiffrier. Bon, t'inquiète pas, en a parlé avec votre directeur, soit Martin Jolicoeur ou Chantal L'Espérance. Je sais que les deux s'occupent d'IDC. Alors, un ou l'autre va me relier toutes les informations nécessaires pour sortir les cotations avec mon chiffrier de uniformiser les impôts. Alors, ça, c'était le concept d'uniformiser les impôts, c'est très simple comme idée de vente. Je trouve ça vraiment génial dans le sens que ça permet aux clients d'avoir un petit contrôle, puis pas le malaise de dire, mais là, ça coûte cher l'assurance vie parce que la prime est vraiment payée par les gains qu'il a fait avec ses placements et non par la sortie de son capital de ses placements. L'autre stratégie de bonification du portefeuille de société, c'est un autre chiffrier que
bien développé, puis la compagnie l'a mis à jour avec certains éléments. Alors, vraiment, ici, c'est un petit cas d'étude pour montrer comment que ça fonctionne, puis ça l'explique un peu simplement l'idée derrière ça. Alors, j'ai un homme de 43 ans, non-fumeur, possède une entreprise de fabrication prospère depuis 8 ans. Il y a eu des offres d'achat, mais lui, il ne veut pas le vendre. Pas avant le 10 ou 15e année. Là, alors, il détenir encore son portefeuille. Il est en phase croissance. Il a déjà fait son gel successoral. Euh, Puis, il y a une compagnie de portefeuille déjà faite. Alors, pour lui, la planification a déjà commencé. Il détient déjà un temporaire qui est ouvert à écouter sur la police permanente vie entière participante. Puis son placement, il est pas mal investi dans l'espèce parce qu'au cas où il y a des opportunités, il veut avoir accès à son capital assez rapidement. Alors, son rendement net est à peu près 3 dans son placement. Alors, la première étape, c'est de démontrer au client que c'est plus intéressant de détenir la police corporativement au lieu de personnellement, parce que, comme simple exemple, si on suppose que la prime annuelle est de 1 000 si on est propriétaire unique et on se verse un boni, mais il faut se verser un boni de 2 000, ça c'est les taux d'impôt d'Ontario. La présentation n'était pas modifiée pour le Québec. Alors, en Ontario, il faut sortir 2152, payer 1153, 52 en impôts, puis il va rester notre 1000 pièces pour payer la prime d'assurance. Comparé, si on le fait dans la société, mais la société, elle paye 12,5 d'impôts. Alors, 1000 il faut payer 12, 142. Alors, 1142 moins le 142, ça nous donne 9 000 pour payer la prime d'assurance. Alors, ça, qu'on donne aux clients dans le sens que c'est très intéressant de mettre la police dans l'entreprise. L'autre chose, c'est comme j'ai mentionné tantôt, c'est que l'assurance vie, il ne faut pas l'avoir comme une dépense. Ce n'est pas vraiment une dépense quand on parle de l'assurance vie permanente. Ça fait une autre catégorie d'actifs qu'on retrouve dans notre portefeuille. Ça ressemble beaucoup au placement à revenu fixe, sauf qu'il n'est pas imposable comme du placement à revenu fixe. Il n'y a pas d'impôt parce que la police assurance vie est exonérée d'impôt. Alors, les placements d'actions sont toujours là, l'immobilier est toujours là. Et on a un autre actif qui s'appelle l'assurance vie qu'on doit utiliser dans notre portefeuille, puis on s'en sert régulièrement dans les planifications parce que c'est un véhicule qui est très intéressant pour la planification fiscale quand on regarde les différentes options de planification. Alors, où l'assurance vie s'adapte le mieux, c'est pour maximiser les résultats, c'est que quand on a un portefeuille de placement avec actions, autres actifs et du revenu fixe, des fois, c'est bien intéressant de prendre une partie de ce qu'on met dans le revenu fixe et le transférer dans l'assurance vie avec participation. Comme j'ai mentionné, l'assurance vie avec participation, c'est une extension du revenu fixe, seulement que c'est exonéré d'impôts. Alors, c'est le même type de risque, des fois même moins de risque dans une assurance vie avec participation que le revenu fixe lui-même. Alors, comment est-ce que la stratégie de bonification de portefeuille de la société fonctionne? C'est simplement, on dit au client de prendre une portion de son portefeuille à revenu fixe et le transférer vers une assurance vie entière. Alors, ça ressemble un peu à ce qu'on fait avec l'idée d'uniformiser les impôts. Là, c'est une autre façon de le présenter, c'est qu'on dit prenez une portion de votre revenu fixe et transférez dans le placement qui s'appelle l'assurance vie entière avec participation. Alors ici, c'est mon homme, il a 43 ans, non-fumeur, au Québec. C'est une compagnie de gestion. Il va prendre une assurance vie permanente avec une prime annuelle de 50 000 par année qu'il va payer pendant une période de 10 ans. Alors, il va débourser 500 000. La prestation d'essai initiale est de 780 835. On va regarder ça au barème de participation courante. Le solde d'ouverture qu'il a présentement dans sa société ou dans ses placements est de 706 736. Il a accès annuellement à 82 000 par année qui va pendant les 10 prochaines années. Alors, ça veut dire que dans l'option 1, ça serait, on va prendre mon 706 plus mon 82 000, puis je vais le mettre dans mes placements.
Option 2, ben, je vais prendre mon 706, je vais l'investir dans mes placements. Je vais prendre 50 000, je vais le mettre dans l'assurance vie. Et je vais prendre 32 000, je vais le remettre dans mes placements. Alors, je vais toujours avoir le même placement des deux côtés, seulement qu'il y a une portion où je vais diversifier avec de l'assurance vie. Alors, les chiffres ici sont très petits. Alors, je ne les aime pas trop dans la présentation. Je n'aime pas ça mettre des colonnes et des colonnes de chiffres, mais dans la présentation, c'est ça que ça fait. Ça fait une présentation. Seulement, je peux focuser un peu, mais si on regarde ici dans le côté gauche de l'écran au complet, ça monte le 780 quelques mille plus les 82 000 par année pendant 10 ans qui sont investis, puis ça nous donne notre portefeuille, comparé à si c'est 730 quelques mille plus 32 000, parce que comme j'ai dit, il y a 50 000 qui s'en va à l'assurance, qui fait le portefeuille, qui nous donne un solde de clôture ici, plus l'assurance vie qui augmente à chaque année. Alors, le solde total de la société au décès, on retrouve ici. Puis ça, c'est la différence entre une colonne et l'autre colonne. Comme je dis, les chiffres sont très petits, on ne les voit pas, mais la chose importante, on ne voit pas de négatif. Ça veut dire que le résultat du côté du portefeuille, avec la diversification qu'on a faite, c'est-à-dire envoyer 500 000 du portefeuille dans l'assurance vie, ça nous donne des éléments. Puis comme on peut voir, même si on ne voit pas les chiffres, on voit que le rendement la différence est très intéressante, les deux chiffres. Ça part de 98 puis ça baisse à 35 après 60, à l'âge de 70 ans. Alors, c'est des rendements ou des augmentations de portefeuille assez intéressantes. Mais dans la présentation elle-même, vous pouvez voir les chiffres, mais vous avez un couple d'autres tableaux qui sont beaucoup plus graphiques, plus visuels pour vos clients. Et voici, monsieur le client, voici vos placements qui sont la même dans les deux options. Vous avez votre initiale 706 000 plus votre 82 000 par année pendant 10 ans. Puis après ça, on arrête d'investir. Ça, c'est votre déboursé dans les deux options. Option 1, net à votre succession. Il faut rappeler que c'est dans la société qu'on fait ça. Alors, il faut payer l'impôt sur le dividende quand on la sort avec un placement. On voit, c'est la ligne grise foncée. Ça, c'est l'option 1. J'ai investi mon 82 000 au complet chaque année dans mes placements que j'ai dans ma société. Ou je mets 50 000 dans l'assurance vie, puis j'investis seulement 32 000. Alors, ça, c'est l'assurance plus la balance de mes placements. C'est la ligne bleue. Alors, évidemment, la ligne bleue, elle est beaucoup plus intéressante que ma ligne grise quand je regarde dans ce côté ici. Alors, ça montre au client que faire une diversification en utilisant une vie entière est beaucoup plus intéressante que de laisser notre argent seulement dans des placements dans notre portefeuille. L'assurance vie, ça fait un élément de diversification assez intéressant pour les clients. Il y a un couple d'autres tableaux qui sortent avec la présentation. Ça, c'est vraiment un tableau, techniquement, cette diapositive, puis l'autre qui va suivre, parce que c'est sur une page, quand on va l'imprimer, justement pour être plus tard, on l'a fait en gros sur 2 pages. Alors, qu'est-ce qu'on vous démontre ici? Voici votre portefeuille actuel. Vous avez 50 en revenus fixes, 30 en dividendes, 10 en gains capital réalisé, 10 en gains capital non réalisé. La totalité de mes investissements, c'est 1 526 000 que je mets dans mon portefeuille. Ça inclut mon 706 000 plus mes 82 000 pendant 10 ans. Qu'est-ce que ça me donne? Mais au bout de la ligne, à l'âge de 85 ans, je suis rendu à 3 791 000. C'est-à-dire, c'est moins le 4 millions d'impôts que j'ai payés qui est marqué en haut ici. Alors, j'ai 3 millions pour ma succession. Ça, c'est net à la succession, pas dans la société. L'option B, c'est qu'on a dit de votre 50 que vous avez en revenu fixe, on va en prendre 33 on va l'envoyer à l'assurance vie, on va en garder 17 dans vos placements en revenu fixe, puis on laisse la balance du portefeuille intacte. Alors, 10 non réalisé, 10 gain en capital réalisé, puis 30 en revenu de dividende. Donc, c'est seulement la portion de 50 qu'on a coupée en 33,17. Donc, quand on regarde ici du côté, le 500 000 en bas, c'est les primes d'assurance. Puis 1 26 000 dans le placement du client. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est que la prestation d'essai du 500 000 à 85 ans, c'est 2 721 000. Le 1 26 000 vaut pour la succession 3 millions 2. Alors, ça me donne une succession de 5 millions 9 pour mes héritiers, qui est la somme de ces deux ici, comparé à 3 millions 7.
une des choses que je suis en train d'améliorer, c'est que je vais mettre la même échelle parce qu'ici, ça va jusqu'à 4 millions, ici, ça va jusqu'à 7, ça va être plus petit, mais quand on va le mettre là-bas à la même échelle, on va voir que ce placement-là va tomber ici, là, à peu près 3,7 millions dans l'autre tableau d'en haut. Alors, c'est version 2 qui s'en vient plus tard. C'est le chiffrier qu'on a développé. Alors, ici, on voit aussi qu'on a payé un petit peu moins d'impôts parce qu'on envoyait une portion du revenu fixe dans l'assurance qui est exonérée. Alors, au lieu de payer 4 millions en impôts, on en paye 3 millions en impôts. Alors, ça, on sauve aussi 1 million de dollars d'impôts qu'on paye avec le nouveau portefeuille. Alors, ça, c'est comme le bas de la page. Alors, comme j'ai mentionné, l'autre tableau, plus ça, c'est sur une page quand on fait les impressions pour vous. Alors, c'est vraiment, ça va récapituler les chiffres. Alors, j'ai investi dans mon portefeuille actuel 1 526 000 que me donne un montant net de 3 791 à mes héritiers. Ça, c'est sorti dans les mains des héritiers, c'est sorti de l'entreprise. Mon assurance vie, ça m'a coûté 500 000 de prime. Plus j'ai un placement de 1 126 000. La somme des deux égale 1 526 000. Alors, c'est exactement le même montant investi des deux côtés entre le portefeuille actuel et le portefeuille proposé. La différence, c'est que ici, j'ai une assurance qui me donne une prestation d'essai à l'âge de 85 ans de 2 721 823. Mon placement net aux actionnaires, aux héritiers, je devrais dire, c'est 3 208 218. La somme de ces deux-là, c'est 5 930 041. Alors, si je fais la différence entre le 5 millions 9 et le 3 millions 7, ça me donne 2 138 986 ou 56 de plus pour mes héritiers seulement en diversification, en utilisant l'assurance vie comme un autre actif de placement et non seulement garder dans du revenu fixe. Alors, ça, c'est les deux éléments que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'était vraiment uniformiser les impôts. On va prendre seulement le gain de revenu du client pour acheter une assurance vie. Ou l'autre option, c'est prendre une portion du diversification. C'est vraiment la même idée, mais vue différemment. C'est prendre une portion de votre revenu fixe puis l'envoyer dans un autre actif de revenu fixe qui s'appelle la vie entière avec participation. Et ça baisse le risque de votre portefeuille. Ça, c'est l'élément numéro 1. Parce que le portefeuille, quand on utilise l'assurance vie, ça baisse énormément le risque qu'on prend avec les clients. 2, ça augmente qu'est-ce que ça va donner ou la succession. Ça augmente la valeur dans l'entreprise. Et parce qu'on utilise une police avec participation, il y a des valeurs de rachat qui augmentent assez, dépendant du produit qu'on utilise, il y a des valeurs de rachat assez importantes qui se retrouvent dans le produit. Ça nous donne accès au capital du vivant. Alors, ce n'est pas parce qu'on a mis dans l'assurance vie, on n'a pas accès à notre capital, on a toujours accès au capital du vivant. Alors, c'est ça qui mène fin à la présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions, Henriette, qui ont été posées pendant que je parlais. Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez toujours le mettre dans la QA, dans notre chat, et je vais les poser à Carlo. On va attendre juste 2 minutes et s'il n'y a pas de questions, on va terminer la réunion. C'est parfait. Alors, cette présentation, elle a été enregistrée. Alors, nos présentations sont enregistrées et nous allons la distribuer sur notre site. Vous pouvez demander à vos directeurs dans vos bureaux à vous et ils vont communiquer l'information. Je sais que Carlo est toujours disponible et on vous remercie tous énormément. Merci, Carlo. Bienvenue.